Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Alors mon propos va... Alors bon, déjà, je tiens à m'excuser un peu auprès d'Anne parce que c'est quelque chose que je reprends. Enfin, c'est une espèce de poursuite de ce que j'avais entamé au séminaire d'Arras l'an dernier. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce que le livre peut constituer un élément de la sérialité télévisuelle à travers l'exemple du feuilleton télé Violetta. Donc, l'objectif de mes travaux de recherche, c'est de proposer une approche de la fiction télévisuelle en tant qu'espace particulier de l'expérience esthétique. Donc je crois que la notion d'expérience esthétique, entendue au sens d'expérience sensible, se situe au cœur de la communication télévisuelle dans la mesure où elle ne concernerait pas exclusivement l'un des aspects de cette communication, le média, les publics, les programmes, mais désigne plutôt, selon moi, l'ensemble des interactions entrant en jeu dans le cadre de cette communication. Donc en pensant l'esthétique de la fiction des fictions plurielles de la télévision, mon objectif, c'est de dépasser les approches particulières qui dominent leurs études depuis une dizaine d'années et de les appréhender, ces fictions, de façon globale, en me concentrant sur la relation sensible qui lie ces productions à leur public. L'idée, c'est d'essayer de proposer un cadre au sein duquel pourrait se développer une analyse autonome et relativement complète des productions télévisuelles dans leur ensemble. Donc, le fait de commencer par travailler sur la fiction, c'est censé me permettre après de pouvoir élargir ça à l'ensemble des productions télévisuelles. Donc mon champ d'étude, c'est la télévision et pas la littérature jeunesse. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est que la littérature jeunesse. Bon, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque. Vous me le direz tout à l'heure. Donc je considère la sérialité comme étant au fondement de cette relation sensible aux séries et aux feuilletons de la télévision. Et j'ai tenté de mettre en évidence dans mes travaux que le fait que la sérialité télévisuelle pouvait se situer à deux niveaux distincts. D'une part, au niveau de l'œuvre, au travers du développement sériel et ou feuilletonesque de ce que j'ai appelé une matrice, c'est ce que j'ai nommé la sérialité matricielle, et d'autre part, au niveau du média, au travers du développement d'un certain nombre de paramètres éditoriaux liés aux promesses de la fiction, à son rapport à l'expérience quotidienne et à la programmation. C'est ce que j'ai nommé la sérialité éditoriale. Donc, je vous montre juste ça un tout petit peu pour vous je ne sais pas quoi. Vous faire peur. Pour vous faire peur. En gros, il y aurait deux types de sérialité. Sérialité matricielle, donc ça serait plutôt ce qui est lié directement à l'œuvre avec différentes composantes, donc le récit, l'histoire, les images et les sons, et la sérialité éditoriale qui ne serait pas indépendante, l'une et l'autre ne sont pas indépendantes, mais participent ensemble. Et il me semble que la relation sensible aux fictions de la télévision et aux émissions de la télévision repose sur ces deux formes de sérialité qui sont complémentaires. Donc je ne rentre pas dans le détail, c'est simplement je vous laisse un tout petit peu, puis après je l'enlève, pour pas que vous vous focalisiez là-dessus, et simplement pour que vous voyez où est-ce que je me situe par rapport à ce que je vais dire, par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc il me semble que la notion de sérialité matricielle pourrait être, pour moi, d'un grand intérêt pour l'analyse des fictions plurielles de la télévision, dans la mesure où la matrice pourrait être considérée comme une sorte de programme esthétique qui permettrait de penser la relation sensible à ces fictions. Et il en va de même de la notion de sérialité éditoriale, dans la mesure où celle-ci permettrait le développement d'une relation sensible basée sur l'expérience ordinaire, induite notamment par le rapprochement entre les temporalités diégétiques, narratives et téléspectatorielles. Donc le propos de cette communication, ça sera de revenir sur cette notion de sérialité éditoriale, et en particulier sur l'un de ses aspects, celui du rapport entre l'expérience sensible de la fiction plurielle, de la télévision, et expérience quotidienne, afin de montrer à travers l'exemple du feuilleton Violetta, donc, en quoi le livre peut être considéré comme un paramètre susceptible de contribuer au développement de la sérialité.
Donc, j'ai tenté de montrer que la relation esthétique aux fictions plurielles de la télévision, telle que je l'ai définie, s'inscrit dans notre expérience quotidienne, l'activité téléspectatorielle faisant partie de nos activités quotidiennes, comme l'ont par exemple montré Stéphane Calbeau ou Jean Mottet. Elle repose essentiellement sur une esthétique de la vie ordinaire. Si Jean-Pierre Eskenazi considère que la fiction constitue, je cite, un instrument dont nous disposons afin de mieux comprendre notre univers, je considérerais pour ma part la fiction plurielle comme un instrument nous permettant de mieux comprendre la vie en nous procurant de façon imaginaire des émotions réelles. Et si vérité fictionnelle il y a, donc l'idée de vérité fictionnelle, c'est une idée que développe Jean-Pierre Eskenazi. Donc si vérité fictionnelle il y a, celle-ci ne serait pas, je cite de nouveau Jean-Pierre Eskenazi, une proposition suscitée par un récit fictionnel qui constitue pour le destinataire de ce récit une paraphrase de sa propre existence. Il me semble plutôt que cette vérité reposerait davantage sur une exacerbation ou sur une amplification de l'expérience sensible de l'existence que sur une description ou une explication de celle-ci. Ainsi, il s'agirait pour moi plutôt d'une hyperbole que d'une paraphrase. On pourrait même aller plus loin en affirmant que la vérité de la fiction plurielle de la télévision pourrait surgir d'une forme de mise en scène de la vie ordinaire que Barbara Formis nomme, à la suite du philosophe politique Alain Badiou, l'imprésentation. Donc je cite rapidement ce qu'elle entend par imprésentation. Formis dit la chose suivante: contre le primat de la mise en forme du geste, il faut établir le principe de mise en scène qui lui est propre. Ce principe, pour qu'il puisse défendre le régime d'indiscernabilité, doit se constituer sur un double mouvement d'effectuation et d'effacement. La mise en scène est effective précisément parce que transparente. Elle établit une indiscernabilité entre la pratique d'un geste ordinaire et celle d'un geste artistique. Je propose de nommer cette procédure de mise en scène imprésentation. La procédure d'imprésentation est intimement liée aux qualités mineures des gestes ordinaires, la multiplicité, la tendance à l'effacement et à la disparition. Donc ça, c'est la citation de Formis dans sa définition de ce qu'elle appelle l'imprésentation. Donc, comme elle le précise également, l'imprésentation n'implique pas obligatoirement la disparition de la représentation elle-même, mais uniquement sa suspension. La personnification visant à produire un effet spontané de naturel à la suite d'un travail préalable de mise en scène. Se référant à la distinction qu'opère Wittgenstein entre vie ordinaire comme simple tranche ou morceau de vie et comme forme de vie, elle explique que seule cette dernière possède une dimension esthétique dans la mesure où, contrairement à la tranche de vie qui serait individualisée, elle seule, donc la forme de vie, aurait un potentiel universel. Ainsi, l'imprésentation s'apparente-t-elle à la forme de vie décrite par Wittgenstein, car elle se donne comme condition de possibilité, chacun pouvant se retrouver dans l'ordinaire mise en scène et éventuellement agir comme le personnage qu'il voit, permettant ainsi la catharsis. De plus, toujours selon Barbara Formis, l'imprésentation échappe aux règles du spectacle. Échappe aux règles du spectacle. Elle décrit au lieu de représenter, elle cite au lieu d'incarner, elle rend imperceptible au lieu de montrer, elle démultiplie au lieu d'unifier, tout en étant scénique, voire théâtrale, elle n'est pas spectaculaire. Et donc ça, c'est ce qu'on verra à travers l'extrait de Violetta que je vais diffuser tout à l'heure. Ainsi, serions-nous fondés à penser que les fictions plurielles de la télévision relèvent moins du registre de la paraphrase ou de la métaphore, et donc de la représentation, que de celui de l'imprésentation, qui ne sort pas le geste de son contexte ordinaire, ne cherche pas à lui attribuer un sens insolite, et ne veut pas le soumettre à l'exceptionnalité. Plus neutre que la métaphore, l'imprésentation n'incite pas à abandonner le cours ordinaire de la vie. Au contraire, elle cherche à rester le plus près possible du sens originaire de la chose qu'elle imprésente. Un peu plus loin, en étudiant un épisode de la série New York District, Jean-Pierre Eskenazi explique que sa vérité, donc j'en viens
à la vérité de la fiction, réside dans sa capacité à induire, je cite, « une réflexion autour de notre monde contemporain, base réelle à la lumière des événements saillants, et donc inventés, narrés par l'épisode ». Pour Jean-Pierre Eskenazi, cette réflexion reposerait donc sur ce que moi j'ai nommé les figures contextuelles de l'épisode. Or, dans la mesure où ces fictions font partie, dans la mesure où ces figures font partie des variables matricielles de la forme sérielle, on pourrait supposer que la réflexion qu'elles induiraient chez le téléspectateur ne pourrait être que conjoncturelle, c'est-à-dire liée à un épisode particulier et non à l'ensemble de l'œuvre sérielle à laquelle elle appartient. Il est possible, et seulement possible, que le récit suscite une telle réflexion chez certains, et seulement certains destinataires, les fans, enfin différents groupes. Il me semble en revanche que tous les téléspectateurs réguliers de la série pourront, au contact de l'imprésentation de la vie ordinaire des personnages, au contact de l'imprésentation de la vie ordinaire des personnages, des émotions réelles, pas forcément les mêmes ni avec la même intensité, qu'ils rattacheront à leur propre expérience. C'est au niveau de cette réalité sensible, et donc esthétique, que se situerait selon moi la vérité de la fiction plurielle. La force communicationnelle des feuilletons et des séries de la télévision ne résiderait pas dans leur capacité à expliquer le monde, même s'ils peuvent parfois le faire pour certains, mais dans leur pouvoir à nous permettre d'expérimenter ou de revivre de façon imaginaire les émotions ordinaires de la vie. Et on verra ça aussi à travers en quoi notamment le livre peut permettre aux petites filles cela. Le livre associé à la série. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart des fictions plurielles actuelles appartiennent au genre policier, médical ou à la comédie dramatique. C'est le cas de Violetta, la comédie dramatique, qu'elle met en scène un nombre important de personnages principaux récurrents, le héros multiple de Sarah Sépulcre, et qu'elles associent la forme sérielle et la forme feuilletonesque. Cela leur permet en effet d'ouvrir un maximum de possibles émotionnels liés à la mort, au deuil, à la maladie, à l'amour, aux relations sociales, au vieillissement, à l'écoulement inexorable du temps, aux répétitions et aux imprévus du quotidien, etc. En s'inspirant de la réflexion initiée par Henri Lefebvre, Maurice Blanchot affirmait que le quotidien, c'est ce qu'il y a de plus difficile à découvrir, mettant ainsi en évidence ce qui sera le trait commun de la plupart des travaux sur une pensée du quotidien qui se développeront dans son sillage, à savoir l'idée d'une indétermination. Nous pouvons alors penser que la relation sensible aux fictions plurielles de la télévision, telle que je l'entends, reposerait pour une large part sur l'expérimentation émotionnelle de cette indétermination du quotidien. Pour le dire autrement, si l'on considère avec Georges Perec que le quotidien, c'est ce que nous sommes, il me semble que l'esthétique des fictions plurielles de la télévision repose essentiellement sur leur capacité à nous procurer une expérience sensible du quotidien qui, elle-même, repose sur une esthétique de la vie ordinaire. Celle-ci, alors je reprends encore Barbara Formis, celle-ci, je cite, ne considère pas la subjectivité comme une manière de juger une expérience esthétique par sa différence avec une autre, ordinaire et supposée non esthétique, mais au contraire, comme une manière de vivre et de ressentir l'analogie profonde entre ces deux types d'expériences. Donc c'est un peu, dans mon idée, c'est un peu ce que permettrait la fiction télé. À travers la notion d'ouverture empruntée à Umberto Eco que j'ai mise en évidence dans mes travaux, les œuvres fictionnelles plurielles de la télévision constitueraient donc le lieu idéal du développement d'une relation sensible reposant sur une esthétique de la vie ordinaire, dans la mesure où cette possible infinitude du texte permet le surgissement d'événements extraordinaires dans le flux de l'ordinaire diégétique imprésenté. Ainsi, si l'on suit François Jost lorsqu'il explique, en se référant à la théorie du cybernéticien Wiener, que les médias développent une conception de l'information qui les conduit inévitablement, je cite, à ne parler de ce qui est le moins probable, l'événement, et à passer sous silence le répétitif, le prévisible, le quotidien.
dont la signification est à ce point connue d'avance qu'il semble ne rien y avoir à en dire, en fait, il semble que ce soit la fiction télévisuelle qui se charge de ça, et les reality shows. De son côté, David Marie nous rappelle que la phénoménologie s'est longtemps penchée sur la question de l'expérience esthétique et de son rapport à l'expérience quotidienne, en précisant que pour Heidegger, l'expérience esthétique est une expérience quotidienne dont l'œuvre d'art vient progressivement modifier non le processus, mais la portée. Elle dépasse le cadre de la simple vérification des anticipations. Elle nous permet de voir ce que nous n'avons pas vu. En d'autres termes, si la préparation, disposition, anticipation de l'expérience esthétique est la même que celle de l'expérience quotidienne, elle diffère de cette dernière au moment de sa réalisation. L'interruption des anticipations libère l'extaticité de l'œuvre et dévoile sa puissance de révélation ontologique. Je cite de nouveau David Marie. Pour Merleau-Ponty, l'expérience esthétique prolonge l'expérience quotidienne en révélant ce qui semble indiscernable dans cette dernière, en nous donnant à percevoir ce qu'au quotidien nous ne percevons pas, mais qui nous permet de percevoir quelque chose. Donc, du coup, il me semble aussi que c'est ce que fait, et on le verra juste après pour les petites filles, c'est ce que fait la fiction télévisuelle, certaines fictions télé. Donc pour David Marie, l'œuvre susciterait en nous un effet esthétique, car elle activerait notre capacité à percevoir l'inattendu, le ressentir nous permettant de formuler une succession d'attentes et de faire à son sujet une série d'hypothèses. Bon, on peut penser donc que dans le cadre du feuilleton, la question de la durée et plus largement celle de la temporalité jouerait un rôle primordial dans la relation sensible aux fictions et donc dans la perception esthétique de la fiction télévisuelle. C'est ce qu'ont montré très tôt, hein, il y a plus de 20 ans, deux chercheurs, à la fois Michel Kokoreff et Jean Mottet, qui ont expliqué ce rapport qui pouvait exister, étroit, entre le temps raconté et le temps vécu, et cette espèce de conjonction entre le raconté et le temps vécu permettrait de renforcer cette relation sensible à la fiction. Donc, Kokoreff, par exemple, observait que le temps sériel peut apparaître comme, je cite, une simulation du temps linéaire en mettant en évidence l'infinité du texte, c'est-à-dire le caractère virtuellement infini d'une série de variations possibles qu'il considérait comme étant au fondement de ce qu'il appelait déjà une esthétique de la sérialité. Donc c'était dans un numéro de la revue Quaderni. Le temps sériel, précise Kokoreff, conjure la durée et avec elle l'idée de mort en donnant l'impression que ça ne s'arrête jamais. Il s'imprègne du rythme de la quotidienneté tout en façonnant les représentations. De son côté, prenant le soap-opéra comme objet d'étude, Jean Mottet constatait qu'à la télévision, le temps se plie avec réticence aux lois de la narration fictive pour se fondre dans un temps social, un temps de la vie et du monde. Donc, le Violetta, c'est un soap-opéra. Et donc, cette dimension-là, elle va être présente, on va le voir juste après. Ainsi, pourrait-on penser qu'en généralisant la coïncidence entre temps du récit et temps raconté, la fiction plurielle de la télévision généraliserait également ces expériences limites dont parle Ricoeur. Selon Mottet, la télévision s'inscrit dans la tradition immémoriale du récit tout en la modifiant, notamment par son rapport tout à fait original au temps. Le soap-opéra réduirait l'ordre narratif
logique imposée aux péripéties temporelles de l'anecdote à une simple succession linéaire, sans fin, pour se fixer dans le présent et chercher un ancrage dans l'expérience quotidienne. Il explique même que, moi j'ai essayé de montrer qu'on était passé à la télévision d'une expérience du direct à une expérience de la durée. C'est comme ça un peu que la télévision, historiquement, a avancé. Donc il explique même que le soap opéra aurait tendance à redonner cette impression de direct. C'est-à-dire cette espèce de prise directe qui aurait... Bon, c'est ce qu'on voit... dans la plupart des soaps quotidiens qui calquent l'actualité et puis la société extérieure quasiment en temps réel. Donc pour Mottet, suivre une histoire ne consiste plus à avancer au milieu de contingences et de péripéties sous la conduite d'une attente qui trouve son accomplissement dans la conclusion, comme l'écrit Ricoeur, mais à se complaire dans le perpétuel report de la solution, dans un éternel présent conflictuel, une succession de crises où les choses se compliquent sans que rien n'arrive vraiment. Toujours selon Mottet, cette interpénétration entre le temps de la représentation et le temps de la vie conduirait au développement d'un nouveau pacte énonciatif qui reposerait essentiellement sur le fait que la rencontre entre le spectateur et le programme s'intègre dans le vécu de tous les jours, le spectacle fictionnel se transformant ainsi en fait quotidien. Ouais. Ah oui, ok. Bon, je passe tout de suite. Ah, j'étais trompé par le... Mais oui, parce qu'en fait, c'est juste quand okay, on appuie sur la première diapo que je ne vais pas plus loin dans cette espèce de cadrage, théorique. Je passe tout de suite à l'exemple de Violetta, en revenant un peu sur ce que j'ai dit, en essayant de montrer en quoi le livre, mais plutôt même les livres, peuvent contribuer à cette relation esthétique qui reposerait sur une sorte d'expérimentation de la vie et des émotions ordinaires de la vie. Dans les épisodes précédents de Violetta, après avoir découvert la véritable identité de Jérémia, vous étiez parfaitement au courant de ce que je ressentais pour Jérémia, mais vous n'avez pas eu le courage de tout me dire. Angie prend une décision difficile. J'arrive pas à le croire. Je ferais mieux de partir d'ici, Pablo. Grâce à Antonio, on lui propose un emploi. Vous savez pas tout, le travail de compositrice qu'on m'offre, c'est en France. Même si elle n'est pas convaincue, Violetta a besoin de moi et moi j'ai besoin d'elle. Je ne partirai pas. elle décide d'accepter. Et s'il te plaît, ne te trahis pas toi-même. Accepte ce travail qu'on t'offre en France. Pendant ce temps, Jade se réconcilie avec le père de Violetta. J'admets que j'ai été dur avec toi. Je te demande pardon. Malgré l'enquête menée par la police pour fraude contre Germán. Selon moi, votre sœur et vous êtes sérieusement impliqués dans cette affaire. Pendant ce temps, Francesca ne fait plus confiance à Marco après qu'il ait embrassé Anna. C'est elle qui m'a embrassé. Ça ne recommencera jamais. Francesca, crois-moi, je t'en supplie. Anna tente de séparer le couple en racontant des mensonges. Et quand je l'ai embrassé, c'est parce qu'il avait tout fait pour ça. Il nous a trompés toutes les deux, Francesca. Je ne veux plus jamais te revoir. Violetta non plus ne fait plus confiance à son petit ami après qu'elle l'ait vu avec Ludmila. Je ne peux pas m'en empêcher. Je te demande seulement de m'aider à comprendre pourquoi je n'arrive pas à te croire. Et elle commence à le soupçonner. Imagine qu'il ait raison. Que Ludmila et Diego me cachent quelque chose. Alors que Diego révèle à Ludmila ses sentiments pour Violetta. Et je l'aime comme je n'ai jamais aimé personne d'autre. Je suis même prêt à faire tout ce qu'il faudra pour elle, jusqu'à perdre l'opportunité de connaître mon père. Et le studio tout entier se tient prêt pour une nouvelle opportunité. Un grand concours de danse par équipe de deux. Celui qui va gagner partira en Espagne et fera une prestation durant un des spectacles qu'organise YouMix en Europe. Pour connaître la suite de l'histoire de Violetta, rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30 sur Disney Channel. Voilà. Donc, bon, alors, comme vous voyez, non, alors, là, pour le coup, c'est assez intéressant avec Violetta. Ma réflexion, ce que je vais dire là maintenant, je l'ai basé sur
une espèce d'approche d'étude empirique de réception, c'est-à-dire je me suis basé sur une sorte d'observation participante avec ma fille et de réunion avec ses copines. C'est-à-dire j'ai réuni ses copines pour discuter avec elles de Violetta et de leur perception de Violetta. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ce qui est intéressant, c'est quand Formis explique que l'imprésentation n'implique pas l'absence de la mise en scène et même peut-être même joue sur la théâtralisation, là c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est absolument pas réaliste. Violetta, c'est pas réaliste. Et les petites filles, quand on discute avec elles, alors moi je parle de petites filles qui avaient 9-10 ans, donc c'est le public auquel Violetta s'adresse. Donc les petites filles, elles comprennent bien que c'est pas réaliste, elles savent très bien que c'est pas réaliste, et elles ne font pas l'amalgame avec le personnage. Elles savent que le personnage de Violetta est incarné par Martina Stossel, qu'elle a une existence indépendamment. Donc on est assez loin de ce que Dominique Pasquier mettait en évidence à propos d'Hélène et les garçons, c'est-à-dire que dans le courrier aux chaînes de télé pour Hélène et les garçons, les adolescentes de l'époque s'adressaient à Hélène pour demander quoi faire avec les garçons, comment s'y prendre, etc. Là, les petites filles, en tout cas que moi j'ai interrogées, avec lesquelles j'ai discuté, font pas du tout l'amalgame. C'est-à-dire elles savent très bien que c'est une fiction, elles savent très bien que ça n'existe pas. En revanche, quand elles discutent entre elles, les questions que soulève Violetta, et notamment à travers la temporalité et les insignifiances finalement de la vie, parce que vous avez bien vu qu'il y a des choses, bon, c'est tiré par les cheveux, etc. Mais là, c'est le résumé des épisodes de la semaine précédente. C'est que les faits, ça. C'est-à-dire que il faut rappeler que Violetta, c'est des épisodes de 40 minutes par jour. Donc on est sur 40 minutes par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc ça fait quand même un nombre conséquent de temps à la fin de la semaine et sur une année complète, quoi. Parce que ça se passe en année complète. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en une semaine, c'est les seuls faits qu'il y a eu. C'est-à-dire, tout le reste, ça n'est rien. C'est rien. C'est des gestes ordinaires, c'est des choses ordinaires, etc., etc. Et ces choses ordinaires-là, alors évidemment, elles parlent de ce qui est des histoires, les filles entre elles, les petites filles entre elles, elles parlent de ces histoires d'amour, etc. Mais elles parlent aussi beaucoup de ce rien, précisément, de ce qui leur ressemble à elles. Parce qu'elles n'ont pas vraiment d'histoire d'amour, parce que Violetta, elle est censée avoir 14-15 ans. Là, elle en a 16, mais dans la vraie vie. Et donc, du coup, elles anticipent un peu sur ce qui pourrait se passer plus tard. Ça fait partie de leur discussion, mais c'est pas tellement ça qui fait partie de leur discussion, c'est surtout tout ce qui se passe entre copines, entre elles, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que entre les épisodes et entre les saisons, il y a évidemment des supports qui vont permettre aux petites filles de continuer. Alors, je ne parle pas des supports numériques de Twitter, de Facebook et tout ça, parce qu'il y a des comptes, etc. Il y a énormément de dispositifs. Elles échangent entre elles. Alors dans la communauté restreinte de la cour d'école, mais elles échangent aussi entre elles à travers Internet. Mais il y a aussi des livres, et c'est là que j'en viens aux livres. Donc dans les livres, il y a évidemment, les novélisations. Bon, ça, je ne reviens pas sur les novélisations parce que voilà, c'est pas ça qui m'intéresse beaucoup, mais c'est surtout ces manuels, ce que vous avez en deuxième, c'est une sorte de guide de la vie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui anticipe finalement les réponses qui pourrait y avoir, qui anticipe les questions que pouvaient poser
les spectatrices d'Hélène et les garçons, et que révèle Dominique Pasquier, qui les anticipe en parlant. Donc, je vous montre juste un tout petit peu le sommaire. Donc, vous voyez, hein, c'est des grands thèmes absolument qui tournent autour de l'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'être copine? C'est quoi la mauvaise copine? Voilà, ce genre de choses. Avec des tests, etc. Donc, je vous montre aussi très rapidement ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Non. Donc, je ne sais pas si c'est lisible, etc. Donc, je vous passe. J'ai pas pris quand même les tests, parce qu'il y a des tests aussi, hein, quelle copine es-tu, etc., que ma fille a fait, parce que j'ai peur que vous me preniez pour un mauvais père. Mais voilà. Voilà, et donc il y en a plein. Hein. Il y a Spécial Amour, il y a Mes Passions, il y a Shopping, il y a, il y a tout ce qui tourne autour de l'apprentissage d'une sorte de vie sociale dont les petites filles se servent pour éprouver à travers la fiction ce que moi j'appelle ces émotions imaginaires, c'est-à-dire des émotions réelles qui sont suscitées par les industries de l'imaginaire. On retrouve ça là-dedans, et il y a une espèce de complémentarité qui se joue entre la fiction télé et le support écrit. Alors, est-ce qu'on est dans la littérature de jeunesse? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, oui, bon, tant mieux. et donc voilà. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est quelque chose qui un autre type de livre qui sont des carnets intimes, des journaux intimes de Violetta. Donc il y a eu 2 saisons, il y en a un par saison. Et c'est à peu près la même chose, sauf que là, pour le coup, ça permet d'aller plus loin dans l'introspection du personnage. C'est-à-dire que le personnage va plus loin dans sa propre introspection. Elle dit des choses. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans Violetta, il y a énormément de voix intérieures. C'est-à-dire que les personnages, souvent, on entend ce qu'ils pensent, quoi. Et dans ces journaux intimes, on en sait encore plus sur ce qu'ils pensent de la façon d'agir. Alors là, je vous ai choisi un extrait, je ne sais plus bien, parce que je ne vois pas très bien sur l'ordinateur. Bon, là, celui de la rupture est pas mal, je crois. C'est celui-là, voilà. Tout est fini. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à un journal intime, et avec une typographie, vous voyez, des fois, des dessins, ce genre de choses-là. C'est présenté comme un journal intime, et puis c'est quelque chose qui est de la même façon chronologique, etc. Donc là, on n'est plus sur des thèmes, bien qu'on retrouve les thèmes qui sont les thèmes de l'apprentissage de la vie sociale et amoureuse des jeunes filles. On les retrouve là, mais d'une autre façon. Et dans la stratégie marketing des studios Disney, donc Disney Amérique latine, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le journal intime de Violetta, mais il y a le journal intime que la petite fille va pouvoir remplir elle-même sur le modèle de ce que fait Violetta. Voilà. Alors pour terminer, je voulais simplement préciser que en fait, Violetta, c'est quelque chose qui est pensé au départ comme mercredi, j'ai entendu un transmédia native, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a été pensé dès le départ comme un dispositif transmédia. C'est pas une série avec des produits dérivés, c'est tout en même temps. Tout de suite, tout en même temps. Du coup, alors il y a des produits dérivés, hein, parce qu'il y a des parfums, il y a des vêtements, il y a des sacs, il y a un magazine, etc. Il y a effectivement des produits dérivés. En Argentine, il y a un talk show hebdomadaire qui s'appelle le YouMix Show. YouMix, c'est la chaîne de télé fictionnelle qui est présente dans le feuilleton. Donc le YouMix Show, c'est les personnages, pas les acteurs, les personnages qui font un talk show, c'est-à-dire qui commentent l'actualité, des choses comme ça. Bon. Ça, c'est uniquement en Argentine.
Voilà, donc, voilà, il me semble donc que cet ensemble, parce que là, pour le coup, il s'agit vraiment d'un ensemble, et en fait, ici, le livre, il permet de combler le temps qui sépare 2 épisodes, et donc de rester, de permettre aux petites filles de rester en contact entre 2 épisodes, et en attendant de voir ce qui va se passer la fois d'après. Mais il y a vraiment une complémentarité, c'est-à-dire que ce n'est pas une redite, ce n'est pas autre chose. On voit bien qu'entre le manuel de vie et puis le journal intime, on est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la complémentarité et qui n'anticipe pas à aucun moment sur ce qui va se passer dans la série. Ça n'empiète pas, c'est quelque chose qui permet de continuer à faire, à développer ces émotions imaginaires pour les petites filles. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon, nous en avons perdu toute notre avance, là.